Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cet entretien du jour. Le phénoménologue allemand Martin Heidegger disait « L'homme est homme en tant qu'il est celui qui parle ». Et bien justement, aujourd'hui, nous allons parler des langues traditionnelles sur le continent africain avec notre invité du jour et nous allons parler notamment de leur enseignement et de leur préservation. SIL International, la Société internationale de linguistique, est justement une ONG chrétienne missionnaire qui intervient dans la préservation, dans le soutien et le développement de ces langues. Notre invité, lui, est justement un linguiste français qui traduit la Bible et est l'un des missionnaires de cette ONG au Burkina Faso. Bonjour Paul Solomiac. Bonjour Romain. Bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes à Ouagadougou, au Burkina Faso. Vous travaillez là-bas depuis une trentaine d'années. Alors première question, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots cette ONG pour laquelle vous travaillez ? Oui, alors en quelques mots, ça va être difficile, mais bon, merci en tout cas pour l'invitation à parler de SIL International et SIL Burkina Faso ici à Ouagadougou. Alors, SIL International est une mission qui est née au début du XXe siècle du constat qu'une partie importante de la population mondiale était privée de l'accès à l'éducation et au développement en général, tout simplement parce qu'ils ne maîtrisaient pas la langue officielle du pays. Alors, en même temps que d'autres linguistes internationaux, des linguistes chrétiens impliqués dans un travail missionnaire, transculturel, ont décidé d'équiper tous les travailleurs confrontés justement à ce défi de la variété linguistique face à l'accès à la connaissance en général. Alors, c'est comme ça qu'en 1934, pendant les vacances d'été, a eu lieu le premier cours de formation à la linguistique pour tous ceux qui seraient intéressés et appelés à un travail transculturel et éventuellement au développement de langues minoritaires. Comme c'était en Amérique du Sud, premièrement, les langues visées étaient premièrement les langues d'Amérique du Sud, mais au fil des ans, le concept s'est développé et il est arrivé en Asie en 1954, dans le Pacifique en 1956 et en Afrique aussi en 1961. Alors aujourd'hui, SIL International, c'est près de 5000 membres, ça fait du monde, venant de 84 pays différents, dont la France, Cocorico, et au service de 1700 communautés linguistiques sur tous les continents. Donc, et ces 1700 communautés linguistiques dans lesquelles on travaille représentent plus d'1 milliard de personnes. Voilà, donc notre directeur général aujourd'hui est Michel Kémonier, qui est camerounais, et il est membre de la communauté Gomala, une des 280 langues du pays, du Cameroun. Au Burkina Faso, le travail de SIL a commencé en 1976. Comme partout ailleurs dans le monde, le travail de SIL consiste à aider les communautés linguistiques à mettre leur langue par écrit, développer une orthographe et les conseiller dans le développement de programmes d'alphabétisation. Mais aussi, comme vous l'avez souligné, donc les aider dans des projets de traduire la Bible dans leur langue et aussi donc de les former à toutes les étapes du processus de développement linguistique qui correspondent à leurs besoins. Alors, Paul Solomiac, je voulais vous poser une question sur un concept fondamental de SIL International, c'est le concept d'éducation multilingue, justement, pour répondre à ce contexte particulier de la multitude des langues qui traversent ces différents pays et qui est promu par l'UNESCO. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste ce concept et comment il se développe notamment au Burkina Faso ? Le concept d'éducation multilingue, effectivement, est cher à l'UNESCO. Cela dit, ce n'est pas un concept nouveau. Il a été développé justement en Amérique du Sud, dans ce qu'on a appelé donc, les communautés de base. Ces communautés étaient donc confrontées à ces questions d'échecs scolaires.
et parce que l'éducation se faisait dans la langue officielle, la langue de l'éducation qui était l'espagnol. Et donc, et ces phénomènes d'échec scolaire étaient cause de grand découragement et aussi cause d'isolement de ces communautés. Et donc, dans ces communautés, comme les communautés quechua au Pérou ou bien mazatèque au Mexique, dans les écoles officielles, n'est-ce pas, le premier jour d'école des enfants qui arrivent pour la première fois à l'école se fait en espagnol. On accueille les enfants et on espère que les enfants vont pouvoir saisir les principes qui aident justement à comprendre comment un symbole peut signifier quelque chose. Un symbole écrit sur un tableau peut signifier quelque chose. Et donc, c'est pas du tout évident parce que on fait appel là à des mécanismes cognitifs extrêmement complexes dans l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Et donc, d'où est née cette idée, ce concept d'éducation multilingue. On parle aussi EML, donc éducation multilingue. Et donc, au lieu de ça, donc, dans ces communautés de base, les enfants étaient accueillis dans leur langue maternelle, donc une langue qui leur est familière, et c'est dans cette même langue qui leur est familière qu'ils peuvent faire les premiers pas dans l'apprentissage de la lecture et de l'écriture ensuite. Après, encore le calcul, etc. Et normalement, avec cette approche éducative, au bout de 2 ou 3 ans, les principes généraux sont consolidés dans l'esprit des enfants et on peut passer à l'apprentissage de la langue officielle, c'est-à-dire l'espagnol en l'occurrence pour les communautés de base d'Amérique du Sud. Alors au Burkina Faso, c'est le ministère de l'Éducation qui est en charge, qui a la responsabilité de l'éducation de base pour les adultes et aussi développer des actions d'éducation multilingue, EML. Alors, avec plus de 60 communautés linguistiques, donc comme on voit là sur la carte, tous ces petits chiffres qu'on voit là sur la carte, donc ce sont les différentes communautés, donc plus de 60 communautés linguistiques. Et donc, on a un défi immense, hein, n'est-ce pas, pour les autorités éducatives. Et donc, j'ai connaissance de plusieurs projets pilotes qui avaient été lancés déjà au siècle dernier, hein, même, mais aujourd'hui, je crois que le concept a de la peine à se développer. Alors, je ne peux pas entrer dans tous les détails, mais par exemple, d'autres pays, comme notre voisin le Mali, sont, je crois, plus avancés que le Burkina dans le développement de l'éducation multilingue. Mais d'autres pays en Afrique sont aussi encore plus avancés que ça. Et notre directeur général, donc Michel Quémonier, parlait en 2017 de 150 communautés linguistiques dans 12 pays d'Afrique qui avaient pu bénéficier des conseils de SIL justement pour améliorer leur programme d'éducation multilingue, EML. Paul Solomiac, j'avais une question. On parle souvent, vous savez, de barrière de la langue comme frontière entre les communautés. Et là, ce qui est paradoxal, c'est que c'est le pari du multilingue pour, au contraire, unifier ces communautés dans un même pays. Bon, effectivement, on parle souvent dans les médias de fractures communautaires, etc., comme un effet de la diversité linguistique. Alors, si c'est vrai qu'effectivement la diversité linguistique contribue à l'isolement de certaines communautés, en fait, d'un autre côté, on a effectivement le concept de multilinguisme, de bilinguisme, qui est très développé, plus développé d'ailleurs que dans d'autres endroits. Le multilinguisme, donc, qui vient contrebalancer justement cette tendance à isoler les communautés les unes des autres. Au Burkina Faso, par exemple, on a la langue Dioula, qui est parlée dans l'ouest du pays,
Et c'est une langue, oui, c'est une langue, on appelle ça une langue véhiculaire, une langue de commerce, une langue que tout le monde est appelé à apprendre à partir de l'âge de 7 ou 8 ans. Les hommes plus que les femmes peut-être, mais en tout cas, dans l'ouest du pays, les gens disent que le dioula, c'est un peu la langue populaire. Et donc, on peut dire que le dioula est certainement un facteur linguistique de concorde entre les communautés voisines, bon, qui ne manquent pas d'avoir des différends communautaires. Et la plupart du temps, c'est des différends d'ordre foncier. Et donc, le dioula est certainement un moyen de contrebalancer justement ces distances. Donc, dans l'ouest du pays, il y a les Turkas et les Siamous qui sont fréquemment en conflit. Et donc, le dioula vient réunir ces deux communautés voisines. Il y a un autre phénomène qui est très, très répandu ici en Afrique de l'Ouest, c'est ce qu'on appelle la plaisanterie, la parenté à plaisanterie. Et donc, il s'agit d'un... Et ce phénomène est certainement un facteur d'apaisement entre communautés. Il a un rôle de fusible, on va dire, intercommunautaire. Alors, la parenté à plaisanterie, qu'est-ce que c'est? C'est en fait un réseau de relations qui existe depuis des générations entre les différentes ethnies du Burkina Faso et plus généralement aussi entre les ethnies d'Afrique de l'Ouest. Alors par exemple entre Mossi et Samo par exemple, donc il y a ce type de relation entre les Gurunsi et les Bobo. Et une fois, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que le concept de plaisanterie apparentée est invoqué, finalement toute velléité de violence est abandonnée. Et donc c'est un phénomène extrêmement intéressant qui a même été évoqué par certains justement pour la résolution de certains conflits, en particulier au Mali. Écoutez, merci beaucoup Paul Solomiac. Désolé, c'est déjà la fin de cet entretien, le temps passe très vite. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et merci à vous, chers téléspectateurs de Télésud, de nous avoir regardés. Je vous souhaite une très joyeuse suite de programmes sur Télésud. Merci.